La jungle de béton se transforme en véritable jungle. Toutes les preuves de l'existence de l'homme se désagrègent petit à petit. Après des années sans entretien, la peinture des objets s'écaille. Le métal est à la merci des éléments et de la corrosion. Certains matériaux ne rouillent pas. En plus de résister à l'oxydation, le plastique n'est comestible pour aucune créature. La nature est donc incapable de s'en débarrasser. Mais le plastique a tout de même un ennemi. Le feu. Il ne résiste pas aux incendies de forêt. Le béton finit lui aussi par céder aux assauts du temps. Par le passé, cet endroit était une gare remplie de voyageurs. Aujourd'hui, son plafond s'effrite. La pluie dissout le calcaire qu'il contient. Les stalactites grandissent d'1 centimètre par an et affaiblissent le béton. Cette destruction est accélérée par l'héritage que nous avons laissé. Pendant plus d'1 siècle, nous avons brûlé des combustibles fossiles et relâché des tonnes de CO2 dans l'air. En retombant par terre, ils se mélangent à l'eau de pluie et forment de l'acide carbonique qui ronge le béton partout dans le monde. Ce matériau est à la base de la plupart des constructions modernes. Toutes les villes du globe connaissent le même sort, une lente décomposition. Sans fenêtres sur les façades des immeubles, rien n'empêche les oiseaux et d'autres animaux de coloniser les bureaux qui nous semblaient si importants. Mais ils ne sont pas conçus pour être ouverts aux 4 vents. Les faux plafonds et les cloisons sèches sont incapables de résister à 60 ans d'intempéries. Tout est délabré. Sans hommes pour réparer les dégâts, notre monde tombe irrémédiablement en ruine. Une ville comme Paris reçoit jusqu'à 63 cm de pluie par an. La structure de cette tour d'affaires, autrefois protégée, est détrempée. Les fissures se forment lorsque le dioxyde de carbone pénètre dans le béton. L'eau se faufile dans un labyrinthe de pores et d'interstices jusqu'au métal qui renforce l'édifice. Ces armatures, normalement isolées du monde extérieur, sont à présent rongées par le CO2. Sous l'effet de la rouille, elles peuvent gonfler jusqu'à atteindre 10 fois leur taille d'origine. Les fissures se propagent jusqu'en surface. À la manière d'un cancer, elles attaquent l'ouvrage de l'intérieur.
Partout dans le monde, le béton souffre du même mal. Lorsque l'homme vivait encore sur cette planète, il réparait ce genre de problème. Sans lui, il ne reste personne pour freiner l'usure du temps. Lorsque l'eau se transforme en glace, elle se dilate et fragilise un peu plus les bâtiments. Saison après saison, le gel et le dégel élargissent les brèches. Après un siècle d'érosion, le béton est devenu trop faible pour soutenir son propre poids. Les étages s'effondrent les uns sur les autres. Nos villes, où palpitait la vie moderne, ne sont plus qu'un souvenir. Petit à petit, la planète efface les traces de notre passage. Il est loin le temps où nous pensions pouvoir canaliser l'énergie de la nature. Cela fait maintenant 120 ans que l'homme a disparu. De nombreux gratte-ciels ne sont plus que des tas de gravats. Les intempéries ont eu raison des murs de béton. Le temps change au-dessus des ruines. À l'époque de notre règne sur Terre, le bitume absorbait 95% du rayonnement solaire. Dans les villes, il faisait jusqu'à 10 degrés de plus qu'à la campagne. Maintenant que le goudron a cédé sa place à l'herbe et aux arbres, la température a chuté. Le climat change aussi en dehors des zones urbaines. Le réchauffement de la planète s'est enfin arrêté, grâce aux océans. Depuis plus d'un siècle, les vagues captent le CO2 de l'air. En surface, le plancton et les crustacés absorbent le carbone. Lorsqu'ils mourront, ils l'emporteront avec eux au fond de la mer. « 120 ans après l'arrêt des dernières voitures, l'atmosphère est débarrassée de la plupart des gaz d'échappement. Ces changements se font ressentir sur la totalité du globe. À Berlin, la jeune forêt a attiré une nouvelle faune. Cette végétation est une source de nourriture parfaite pour les animaux. Des loups arrivent de la campagne. Ils ont suivi les daims jusqu'ici. En Allemagne, les loups avaient été décimés par les hommes depuis bien longtemps. Ceux-ci viennent de Pologne. 140 ans après notre disparition, ils sont des milliers à arpenter toute l'Europe. Pour survivre, ils doivent manger tous les 2 ou 3 jours. La ville est devenue leur nouveau terrain de chasse.
150 ans après notre disparition. Sans bitume pour absorber la chaleur, les métropoles sont plus froides. Dans l'hémisphère nord, la neige tombe en plus grande quantité et tient plus longtemps. Les meutes de loups ont besoin de nourriture pour se réchauffer. Nous avons dévié la majorité des plus grands fleuves sur Terre. Voici la Tamise à Londres. L'homme tentait déjà de la dompter il y a plus de 1000 ans. Les fortes marées et les orages menaçaient régulièrement de faire déborder le fleuve. Pour retenir les eaux, un des plus importants systèmes d'écluses du monde a été construit. Mais aujourd'hui, le cours de la Tamise n'est plus régulé. Les marées ont poussé des bateaux contre les ponts, créant des barrages. Pour les contourner, le fleuve déborde sur les berges. Londres redevient le marais qu'il était il y a 2000 ans. De l'autre côté du monde, le problème est la sécheresse. Voici Imperial Valley, au sud de la Californie. Chaque hiver, cette région produisait la moitié des fruits et légumes consommés en Amérique. À 150 jours d'ensoleillement, certaines variétés étaient récoltées 4 fois par an. Mais il ne tombe que 7,5 de pluie de janvier à décembre. L'air sec préserve les bâtiments, mais il est catastrophique pour les cultures. Chaque année, les agriculteurs tiraient 4000 milliards de litres du fleuve Colorado. Suffisamment pour couvrir chaque champ de 2 mètres d'eau. L'irrigation s'est arrêtée le jour où nous avons quitté cette planète. Et les terres fertiles de Californie sont devenues arides. À 500 km de là se trouve une autre ancienne oasis artificielle, Las Vegas. Construite au beau milieu du désert, la ville utilisait des pompes électriques pour alimenter ses casinos et ses fontaines. Une fois que le courant a été coupé, la source s'est tarie. La nature a repris Las Vegas, mais n'a pas réussi à effacer toutes nos traces. Voici le fleuve Colorado. Il n'a pas beaucoup changé depuis notre départ, il y a 150 ans. Avant l'époque moderne, il était plus profond et plus puissant. C'est à lui que l'on doit le Grand Canyon. De nombreux barrages ont été construits sur le Colorado. Le fleuve n'est plus qu'un ruisseau lorsqu'il se jette dans l'océan au Mexique. Sa force est emprisonnée dans les réservoirs que nous avons bâtis. « 200 ans après notre disparition. Si la nature est parvenue à reprendre le pouvoir dans la plupart des villes, certains cours d'eau sont encore entravés par des monolithes de béton. On en compte des dizaines le long du Colorado.
grand d'entre eux est le barrage Hoover. Aussi haut qu'un immeuble de 70 étages, ses fondations sont larges comme 2 terrains de football. La quantité de béton utilisée ici aurait pu servir à construire une route reliant New York à San Francisco. Le barrage a créé un réservoir gigantesque, le lac Mead. Il contient suffisamment d'eau pour submerger 1/5 de la France sous 30 cm de liquide. Ce monument à la gloire de l'ingéniosité humaine est solide comme le roc. Pourtant, il est en danger. La menace se situe au nord, en amont du Colorado, près de la frontière avec l'Utah. Voici le barrage de Glen Canyon. Il a été conçu pour fournir une réserve d'eau d'urgence en cas d'assèchement des réservoirs en aval. Bâti pour durer des siècles, il a tout de même un point faible, ses déversoirs. Ils ont la même fonction que le trop-plein d'une baignoire. Si le niveau du fleuve est trop élevé, l'excédent d'eau se déverse par les tunnels d'évacuation. Mais ce système n'est pas très efficace en cas de crue soudaine. C'est au sommet de ces montagnes que tout commence. L'hiver dernier, il y est tombé plus de neige que d'habitude. Au printemps, elle fond et gonfle le torrent qui dévale les reliefs vers le Colorado. Les eaux de crue se rapprochent du barrage. Après un siècle de corrosion, les vannes des déversoirs sont détruites. L'eau déferle dans les tunnels au cœur du barrage et quelque chose d'étrange se produit. Des bulles de gaz se forment suite à une dépression dans le liquide. Elles rongent la roche et s'attaquent progressivement au barrage. Dans les déversoirs, des rampes spéciales sont prévues pour prévenir le phénomène. Mais après 200 ans d'érosion dans les tunnels, le béton finit par céder. « 17 milliards de mètres cubes foncent en aval. La vague mesure 16 mètres de haut. Elle se dirige tout droit sur le barrage Hoover. Cet ouvrage est capable de supporter 219 tonnes de pression par mètre carré. Mais ses concepteurs n'avaient pas prévu ça. L'eau passe par-dessus l'obstacle et emporte tout sur son passage. Elle file vers le sud à 40 km/h, perforant des dizaines d'autres barrages. Après une descente de 18 heures, elle arrive dans le golfe de Californie. Pour la première fois depuis 200 ans, c'est un fleuve qui se jette dans la mer, pas un ruisseau. La libération du Colorado transforme toute une partie de l'Amérique du Nord. Un vaste marécage reprend vie. Des centaines d'espèces se réapproprient les lieux. La nature est venue à bout d'une de nos plus grandes prouesses techniques. Partout dans le monde, notre histoire semble vouée à l'oubli.
À Paris, les Marais ont repris possession de la ville. En Californie, les champs irrigués sont retournés à l'état de désert. Et l'île de Manhattan est à nouveau une forêt. Ce n'était plus arrivé depuis que les colons hollandais y avaient posé le pied. Alors que des fleuves comme le Mississippi reprennent leur cours naturel, le limon fait naître de nouvelles terres. Au sud de la Nouvelle-Orléans, dans le delta du Mississippi, plus de 647 km² perdus à cause des barrages sont remontés à la surface. Notre disparition se fait également ressentir dans les océans. Nous pêchions 235 000 tonnes de poissons par jour. Sans chalutier pour les attraper, ils vivent plus longtemps et deviennent plus gros. Les morues, qui ne mesuraient pas plus de 60 cm de long, ont vu leur taille tripler. D'autres créatures profitent de notre absence. « 200 ans sans hommes ont fait un bien fou aux baleines. Nous les avons longtemps fait souffrir. Avant le développement de l'industrie pétrolière, elles étaient une source majeure de combustible pour les lampes et les machines. Lorsque nous avons commencé à tirer le pétrole du sol, la chasse à la baleine a fortement décliné. Mais un autre problème est apparu. Les paquebots. Lors de nos 50 dernières années sur Terre, le nombre de navires a doublé. Sous l'eau, le bruit des moteurs s'entendait à des milliers de kilomètres. Cette pollution sonore était nuisible aux cétacés. Le ronflement des machines couvrait les champs, leur permettant de trouver des partenaires. Sans les perturbations humaines, les appels des baleines peuvent à nouveau parcourir jusqu'à 1600 km. Après 200 ans, notre impact sur la mer est pratiquement réduit à néant. En revanche, sur la terre ferme, il reste quelques vestiges de notre ère. Quand il dominait encore la terre, l'homme était enclin à bâtir des ouvrages symboles de son pouvoir et de sa maîtrise technique. Combien de temps ces monuments vont-ils perdurer? Lequel d'entre eux sera le dernier à tenir debout? Cela fait maintenant 230 ans que l'humanité a disparu. Il est de plus en plus difficile de trouver des preuves de l'existence d'une espèce intelligente et créatrice sur notre planète. La plupart des villes ont été avalées par la végétation. Cependant, il existe encore quelques traces de notre présence passée. Paradoxalement, ce sont nos plus anciennes constructions qui résistent le mieux au temps qui passe, comme la muraille de Chine. Les Égyptiens ont érigé les pyramides et sculpté le Sphinx il y a plus de 4000 ans.
nos structures modernes connaîtront-elles la même longévité? L'une des plus célèbres est certainement la Tour Eiffel. Haute de 324 mètres, elle a été construite en 1889 pour l'Exposition universelle de Paris et devait être démontée 20 ans plus tard. Mais les Français en sont tombés amoureux et l'ont gardée. Ce monument du 19e siècle a été dessiné par des bâtisseurs de ponts. Il a survécu à tous les gratte-ciel de béton du monde. Sa structure en treillis lui confère une grande solidité sans utiliser beaucoup de métal. Son poids total n'est que de 7300 tonnes. À l'époque où l'homme vivait encore ici, la tour Eiffel était recouverte de 60 tonnes de peinture qui isolaient le fer des éléments. Depuis, la pluie a patiemment rongé cette couche protectrice. Le métal est de plus en plus exposé à l'air et à l'eau. La rouille est apparue. Chaque orage accélère le vieillissement de la tour. Elle est désormais à la merci du vent, dont les effets sont amplifiés au sommet. La structure doit normalement se courber avec le vent. Mais la rouille lui a fait perdre sa souplesse et les poutres finissent par atteindre leur point de rupture. Nos bâtiments sont figés dans le temps et ne peuvent pas s'adapter à leur environnement. Les espèces, elles, sont capables d'évoluer. La plupart de ces cochons sont des descendants de ceux que l'homme élevait dans ses fermes. Ils s'épanouissent à l'ombre de la tour Eiffel brisée. Les cochons sauvages se sont accouplés avec leurs cousins domestiques. Le résultat est un animal doté d'une épaisse fourrure noire, une caractéristique que les éleveurs avaient mis du temps à faire disparaître. Pour survivre dans ce monde, ils ont besoin d'être puissants et robustes. De l'autre côté de l'Atlantique se dresse un autre symbole du savoir-faire humain. La Statue de la Liberté a été édifiée en 1886, soit 3 ans avant la Tour Eiffel. Elle est composée de plaques massives de cuivre. Certaines parties de la sculpture sont dans un meilleur état depuis que nous avons quitté la planète. Son nez et ses joues ne sont plus noircis par la pollution. L'air est plus pur et c'est une statue plus propre qui contemple la mer. Mais tout n'est pas aussi positif.
La forêt qui a poussé à ses pieds est parsemée de petites plaques de cuivre. Épaisses comme 2 pièces de monnaie, elles ont une durée de vie d'1 millénaire. Pourquoi la Statue de la Liberté perd-elle sa peau? Après 230 ans, son bras a été le premier à faiblir. Si son enveloppe est faite de cuivre, son squelette est, lui, en fer. Et tout comme les poutres de la Tour Eiffel, cette armature a rouillé. Elle est devenue trop faible pour soutenir le bras et la torche. L'un des éléments caractéristiques de la statue n'est plus visible que de la faune locale. Et le reste de sa structure cédera tôt ou tard. L'usure du temps a fait son œuvre sur nombre de nos monuments. En Amérique du Nord, les signes d'une ancienne présence humaine sont de moins en moins nombreux. La moitié est du continent n'est qu'une immense forêt. Les arbres ont littéralement englouti les villes. En 2 siècles, les feuilles mortes ont formé une couche d'humus d'1 mètre d'épaisseur qui recouvre tout. Les cours d'eau en crue dévoilent occasionnellement des morceaux de notre histoire. Ceci est tout ce qui reste d'une maison. Le plastique, omniprésent dans les foyers modernes, est toujours visible. Ce téléphone portable est intact plus de 200 ans après la dernière communication. Il pourra survivre encore plusieurs siècles tant qu'il n'est pas exposé au soleil. La plupart des métaux sont terriblement rouillés, à part l'acier inoxydable qui lui résiste vraiment à la corrosion. Cet évier sera peut-être encore là dans des centaines de milliers d'années. Dans l'Ouest américain, caribous et cerfs gambadent sur des millions d'hectares d'anciennes terres agricoles. Et on peut à nouveau trouver des bisons dans la région. La taille des troupeaux augmente jusqu'à 30% par an. Les chevaux étaient présents sur ce continent bien avant l'arrivée des hommes. Ils ont retrouvé leur liberté et peuvent galoper là où bon leur semble. En seulement 2 siècles, l'Amérique du Nord est retournée à l'état sauvage. Ans après notre disparition. À Paris, il ne subsiste pratiquement rien de la Tour Eiffel. À New York, la Statue de la Liberté est tombée dans la forêt. Son squelette de fer s'est totalement affaissé. En revanche, son piédestal tient toujours debout. Fait de béton et recouvert de granit, il durera encore quelques millénaires. Mais si on lui donne suffisamment de temps, notre planète se débarrassera de tout ce que l'humanité a laissé derrière elle.
25 000 ans après notre disparition. La Terre connaît une nouvelle période glaciaire. Une modification progressive de son orbite l'a éloignée du Soleil. La neige qui perdure 2 étés de suite est le premier signe de ce refroidissement. Puis s'ensuit une réaction en chaîne. La glace recouvre la plus grande partie de l'hémisphère nord. Les glaciers progressent vers le sud jusqu'à Manhattan. Ils font disparaître les derniers restes de la Statue de la Liberté ainsi que tout vestige de notre civilisation dans la région. Mais il est un endroit où l'homme a laissé une empreinte indélébile. La Lune. Ici, le paysage évolue bien plus lentement. Des cratères vieux de 4 millions d'années y sont parfaitement conservés. Il en va de même pour certains artefacts. Une voiture lunaire, une caméra. Les derniers reliquats de l'espèce humaine demeureront ici pendant des millions d'années. Mais pas sur Terre. Notre planète est âgée de 4,5 milliards d'années. Autant dire que les hommes n'y ont fait qu'un passage éclair. Il nous a fallu 10 000 ans pour abattre la moitié de nos forêts. 500 ans après notre disparition, elles avaient déjà repoussé. Nous avions consommé la moitié de l'eau potable et dompté 2 tiers des cours d'eau. Nos barrages ont été emportés en 200 ans. Chaque année, nous rejetions 13,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En quelques siècles, les plantes et les océans se sont chargés de purifier l'air et le sol. Nos plus grandes métropoles se sont écroulées en à peine plus de 100 ans. Les arbres et les marais n'ont pas tardé à reprendre leurs droits sur le béton et l'asphalte. La planète est même parvenue à se remettre de notre héritage radioactif. « 25 ans lui auront suffi à tout ensevelir, sauvant ainsi des millions d'animaux d'une mort atroce. La Terre est dotée d'une grande force de résilience. Elle a su remettre sur pied tout ce que nous avions détruit. Pour cela, il fallait simplement lui laisser le champ libre. Tout ceci n'était que pure invention. Un exercice mettant au jour notre réel impact sur la planète. On peut en tirer la conclusion suivante. Si la Terre peut très bien se passer de nous, nous n'avons aucune chance sans elle.